Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle. Bienvenue dans Phénomène. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mireille Gagné. Si vous ne la connaissez pas, alors il vous faut absolument la découvrir. Ses ouvrages sont fantastiques et profondément clairvoyants. Alors, il faut savoir que Mireille vit à Québec et a commencé à écrire pendant ses études à l'Université de Sherbrooke en communication, rédaction et multimédia. Elle a publié plusieurs textes depuis 2010, 5 recueils de poésie, 2 recueils de nouvelles et 2 romans. Le dernier en date, Frappe à bord, a paru début d'année 2024 aux éditions La Peuplade. Vous pouvez d'ailleurs tous les retrouver sur le site www.mireillegagné.com. Alors je dis Mireille Gagné, mais ça s'écrit Mireille Gagne, donc... Alors, si je fais un focus sur les 3 derniers textes, dans le premier roman de Mireille, Le Lièvre d'Amérique, elle nous offre l'histoire d'un réancrage, celui de Diane qui s'est perdue dans une course à la surperformance, à la surexcellence attendue dans la ville avec un grand V, au point d'avoir recours à une opération médicale visant à lui greffer de l'ADN de Lièvre d'Amérique pour avoir certains de ses attributs, comme le besoin de sommeil limité et des capacités physiques surhumaines. Alors, j'aurais besoin de beaucoup de temps pour évoquer tous les prix littéraires pour lesquels Mireille Gagné a été primée ou lauréate, donc je ne vais en citer que quelques-uns. Donc, lauréate du prix de création littéraire 2021 du Salon international du livre de Québec et de la ville de Québec, finaliste du prix Les Inrocks catégorie premier roman, finaliste du prix Vepler Fondation La Poste, et dans la première sélection 2021 du prix des libraires du Québec. Et j'en passe, évidemment. Donc, dans Bois de fer, oscillant entre le roman et la poésie, mais clairement infiniment poétique, l'autrice présente l'histoire d'une être, femme arbre, hypersensible, qui voit plus ou mieux que les autres, et qui peine à trouver sa place dans son environnement, lui aussi de plus en plus dominé par la ville. C'est aussi le récit d'une résistance face à cette domination. Et enfin, dans Frappe à bord, Mireille Gagné propose une triple narration. La première s'appuie sur l'histoire véritable de Grosse-Île, une île au Québec dans le fleuve Saint-Laurent, qui a servi de station de quarantaine pour des immigrants entre 1832 et 1937 et qui a connu, pendant la Seconde Guerre mondiale, le développement d'un laboratoire militaire secret visant à produire une arme biologique. On suit ici Thomas, un jeune entomologiste réquisitionné par l'armée canadienne pour travailler dans ce laboratoire. Donc la deuxième narration se déroule, elle, en 2024 et est celle de Théodore, un jeune ouvrier introverti, peu bavard et peu à l'aise avec les gens, qui d'une part, face à un temps de plus en plus caniculaire, se voit très embêté par des frappes à bord, qui sont en fait des mouches piqueuses, avec en parallèle des accès de rage qui frappent la population, et d'autre part, il essaie d'être un peu présent auprès de son grand-père qui n'est pas étranger à l'histoire de Grosse-Île. Et enfin, la troisième narration est à la première personne, et du point de vue d'une frappe à bord époustouflante, oui, la mouche, qui va apporter un regard décoiffant à propos de l'humanité. Hello Mireille. Bonjour, merci de l'invitation. Merci beaucoup à vous de l'avoir accepté. Je suis vraiment plus qu'heureuse d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui. Il y a tant à dire. Pour commencer, moi je voudrais qu'on parle un peu de vous. Donc dans vos autoprésentations, que ce soit sur votre site ou sur votre compte Instagram, on retrouve, je cite, « autrice plus passionnée de littérature ». Donc est-ce que vous pourriez nous en dire plus à propos de cette passion et de ce qu'elle vous apporte? Mhm. Je pense que derrière tout auteur se cache un grand lecteur. Donc, je pense que j'ai commencé ma voie dans l'écriture vraiment par une passion pour la lecture. Je lis énormément depuis très jeune. Les premiers souvenirs qui me remontent par rapport à la littérature, c'est en deuxième année au primaire, donc 7-8 ans, où ma professeure avait déjà compris que j'avais besoin de lire quand j'avais terminé mon travail, sinon je me mettais à parler. Donc, elle m'autorisait à lire entre les tâches, à lire pendant qu'une notion avait été assimilée. Donc, j'ai commencé à faire de la lecture vraiment comme une deuxième peau dans ma vie. Donc, j'ai lu extrêmement beaucoup, puis j'habitais à la campagne. L'Internet n'était pas encore au point. La télé, j'avais très peu de postes, donc j'ai vraiment beaucoup lu étant plus jeune. Puis je pense que c'est un peu
ce qui m'a fait devenir une écrivaine par la suite. Je pense pas que je serais ce que je suis si je n'avais pas autant lu de livres. Donc voilà, c'est vraiment ma passion principale, je pense, de lire. Puis je suis une lectrice très enthousiaste. J'ai beaucoup de coups de cœur de littérature. J'adore découvrir des nouveaux styles. Je lis pas mal de tout, en fait, que ce soit de la poésie, des essais, du théâtre, du roman, de la nouvelle, science-fiction, imaginaire. Des trucs plus concrets, scientifiques. Donc, je lis à peu près Mhm. de tout. Fait que je pense que c'est ça qui me décrit très bien, là. Effectivement, autrice et passionnée de littérature. Et vous êtes tombée sur une gentille et bonne professeure pour le coup. Si elle a compris ce besoin que vous aviez, Oui, hein? c'est génial, c'est pas courant. J'ai conservé les livres qu'elle m'a donnés. Elle m'a donné des livres en... puis c'est drôle parce que je tiens à raconter, c'est une très bonne anecdote. Le premier livre que cette professeure-là m'a donné, c'est l'histoire d'un coq pendant le carême qui s'ennuie sur le clocher de l'église, puis qui décide de s'en aller, puis de se promener, mais les gens ont vraiment faim. Donc, ils veulent manger le coq qui s'est sauvé de son perchoir. Puis c'est drôle parce que quand je me suis mise à analyser mes lectures par rapport à mes intentions d'écriture, tous les premiers livres que j'ai lus avaient vraiment quelque chose, avaient vraiment une thématique animale, un animal qui prend parole, qui a une conscience. Donc, je trouve Ah, ça drôle ça que vient de... finalement, je suis arrivée là, mais pas pour rien. C'est vraiment une série de livres qui m'ont été recommandés. Ma mère, l'année suivante, quand j'avais 8 ans, m'avait acheté Jonathan Livingstone, le goéland de Ouais. Bach. Un goéland qui veut améliorer sa performance, qui parle aussi, qui a une conscience. Donc, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de liens entre ce que j'ai lu et ce que je suis devenue comme autrice. Ouais, ben, on dirait, on va en parler justement. Et c'est un très beau texte, effectivement, sur la liberté et l'émancipation. Mhm. Et justement, qu'est-ce que vous apporte la lecture au quotidien? Vous avez ce besoin-là, vous Mhm. aimez ça? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Je pense que c'est, bon, un passe-temps. J'ai vraiment besoin de m'évader et d'occuper mon cerveau. Je lis moins quand je suis en processus d'écriture ou de création. Par exemple, je suis entre deux romans. Donc, j'ai l'idée du prochain roman, mais j'attends un petit peu, je patiente pour laisser mûrir le texte, l'idée, puis ça me permet aussi de la creuser. Puis j'en profite dans mes lectures justement pour m'alimenter. On est comme une terre en jachère. Quand on a fini d'écrire un livre, on se sent vide, on est déminéralisé, on a besoin de se Mmh. remplir d'un flot de mots, d'un flot d'idées, de nouvelles structures, de réflexions sur la narration. Donc je pense que puis par plaisir aussi pour passer le temps, là, parce que écrire un roman, ça prend beaucoup de temps. En tout cas, dans ma vie à moi, mais moi, je travaille aussi à temps plein. Là. Je travaille au gouvernement du Québec, donc j'ai un emploi à temps plein. Puis quand je finis ce processus de création-là, d'édition avec les éditeurs par après, j'ai un très gros vide. Là. Il y a plusieurs heures dans ma semaine qui sont devenues tout à coup Vous ne savez plus quoi faire? vraiment inoccupées. Donc, je me concentre sur l'écriture, justement, comme un processus pour me remplir davantage, mais aussi pour découvrir de nouvelles choses Bien sûr. aussi. J'ai vraiment très peu de frontières en termes de Mmh, littérature. c'est génial. Et à quel moment, vous dites, ça vous a beaucoup inspiré, ça vous a rempli, vos différentes lectures. À quel moment, est née l'envie d'écrire, Est-ce que c'était pendant vos études? J'ai pu lire que c'était pendant vos études ou est-ce que c'était avant? Je pense que j'ai écrit très jeune, en fait. J'avais des amis avec qui je correspondais. On faisait des lettres là, absolument interminables, des genre 40 pages de papier à lettres qu'on s'envoyait régulièrement. Donc, l'écriture faisait vraiment partie de, de, de ma personnalité, les journaux, j'écrivais souvent un journal intime, j'en tenais tout le temps, mais c'était plus une écriture Mmh. d'introspection en tant que telle. J'ai commencé vraiment à penser à écrire quand j'avais peut-être 19, 20 ans. J'ai commencé à m'inscrire à des concours littéraires. Je m'étais inscrite au prix du jeune écrivain francophone qui s'appelait à l'école. C'est un prix dont j'avais entendu parler justement à l'école. Puis c'est un prix français. Puis c'est la première nouvelle que j'ai écrite. Donc vers justement j'avais 20 ans à peu près. D'accord. Ça m'avait permis. J'avais gagné le concours. J'en revenais pas. C'est la première nouvelle que j'avais écrite. Donc j'avais été en France. J'avais suivi des ateliers d'écriture puis tout ça. Je pense que ça a été un moment charnière. Je me suis dit ok que je Mmh. peux faire quelque chose avec mon imaginaire. Je vais commencer à écrire de cette manière-là. J'écrivais aussi de la poésie dans les journaux étudiants, mais sans plus. C'est vraiment à partir de ce moment-là, du concours du jeune écrivain en 2005, que je me suis dit, C'est possible. je pense que Mmh. je vais
Je pense que c'est possible. Il y a de l'intérêt pour mon imagination, mon imaginaire, que j'ai commencé peut-être à être plus sérieuse dans ma démarche, donc participer à plus de concours, publier des textes dans des revues. Mais c'est quand même plusieurs années plus tard, là, c'est en 2008 que j'ai fait mes premières publications. Donc, Et quelle aventure depuis? Plusieurs textes quand même. oui, c'est ça, vraiment. Oui, oui, ça va bien. En parallèle d'un job à temps plein, c'est génial. Donc si on plonge dans votre œuvre, enfin dans l'œuvre que vous avez construite jusque-là, et avec un focus sur les trois justement textes que j'évoquais en introduction, moi quand j'ai lu Bois de fer, j'avais vraiment envie de vous poser la question suivante, Mireille. Est-ce que vous êtes comme votre personnage? Est-ce que vous aussi vous êtes hypersensible? Hmm. Mais je pense que c'est un livre que j'ai écrit sans trop le savoir. Euh, Tu sais, j'ai écrit Le Lièvre sur la société de performance, peut-être comme un avertissement que j'ai pas vraiment saisi parce que je suis tombée en burn-out après la sortie du livre, donc un an après. Puis je passais beaucoup de temps à l'horizontale j'ai commencé à penser à Bois de fer. Puis je regardais beaucoup mon arbre qui est sur mon terrain. Là. J'ai un immense tilleul sur mon terrain, donc je l'ai beaucoup regardé sans rien faire. Vraiment, j'avais ce besoin de. En fait, j'avais plus l'énergie de rien faire, donc j'étais vraiment couchée. Puis je regardais mon arbre, puis j'apprenais des choses sur les arbres. En fait, j'étais couchée sur mon lit avec mon téléphone, puis j'apprenais des trucs sur les arbres. Comment ils fonctionnent, leur manière de communiquer. Puis j'avais vraiment cette grande introspection-là par rapport à moi qui était arrivée comme, je pense, un peu coupée des autres, justement par un surmenage, qui voyait plus vraiment son environnement. J'allais très peu dans la nature. Donc, c'était vraiment cette prise de contact-là avec l'arbre qui était chez moi, devant chez moi, que j'ai comme réappris à me relever tranquillement à la verticale. Puis c'est important dans le livre, Ouais. l'horizontale, la verticale. Là. Donc c'était vraiment ça, j'étais complètement à l'horizontale. Fait que oui, je pense qu'il y a vraiment un très grand lien entre... Je pense que c'est le livre le plus autobiographique que j'ai écrit. C'est C'est fou. vraiment toute cette réflexion-là sur la société, sur moi, comment je suis construite, comment je me suis autant isolée de mon Ouais. environnement quand la nature, elle, malgré qu'elle soit bétonnée, réussit à créer des liens dans le peu de nature qui reste qu'on habite en ville. Donc, c'est un peu ça, c'était vraiment cette réflexion-là. Puis, un fait comme vraiment très étrange, c'est que dans mon livre, je raconte que je suis une femme arbre, puis je me fais couper par la ville à un certain moment vers la fin du livre. Mais ça s'est passé pour de vrai, cette histoire-là. C'est quand j'ai eu terminé d'écrire mon livre, je l'ai envoyé à mes éditeurs. 3 jours plus tard, la ville est venue élaguer mon gros tilleul sans ma permission, puis ils ont saccagé cet arbre qui est centenaire puis qui est majestueux. Ils ont coupé les branches juste à la limite des cordes des balançoires de Ouais. mes enfants. J'étais dans un, je n'avais pas pleuré de tout le temps de cet arrêt de travail. J'étais comme vraiment un peu figée. Puis j'ai l'impression que à ce Ça a moment-là, ouvert les tout est vannes. sorti. J'ai explosé. Je suis sortie dehors. Je suis allée vraiment engueuler les pauvres émondeurs. C'était pas de leur faute. Eux, ils avaient Bien vraiment eu sûr. la commande de couper, de libérer la rue puis tout ça. Puis j'étais très en colère parce que c'était comme moi qui était coupée. Je venais d'écrire un livre là-dessus. Puis je me rappelle très bien, mon éditrice, j'ai diffusé des photos sur les médias sociaux pour vraiment dénoncer cette coupe vraiment abrupte là, de mon arbre. J'étais très en colère. Puis mon éditrice m'a appelé tout de suite après, puis elle a dit, on prend ton livre, on l'a beaucoup aimé, mais j'imagine que tu vas vouloir réécrire un peu avec ce qui vient Mhm. de t'arriver. J'ai dit, effectivement, j'ai repris le texte, puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que je suis allée peut-être un petit peu plus dans un ton plus fort. Je voulais vraiment dénoncer, peut-être plus dénonciatrice de quelque chose. Donc le côté environnementaliste est vraiment sorti un petit peu plus fort. J'ai tout réécrit le texte, je lui ai renvoyé, puis on se dit, on le prend, c'est beau, on peut commencer le travail éditorial. Fait que c'est quand même spécial ce qui est arrivé par rapport à ce Mais en livre-là. fait, on est venu toucher un petit peu à ce qui vous a réparé aussi, donc forcément. Mhm, exactement, C'est fou oui. ce lien qu'on crée parfois de manière Oui. assez inattendue. Oui, tout à fait. Je trouve que la littérature a cette capacité de nous ouvrir des fenêtres multi-temps. Là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Là. On a l'impression qu'on voyage un peu dans le temps. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est connecté vraiment à Mhm. notre histoire, on est vraiment emballé, on se laisse aller, puis on se laisse vraiment porter par quelque chose qui... tu sais, moi, souvent, c'est ça, c'est des trucs concrets qui se reproduisent par la suite. Puis là, je me dis, Mhm. ah non, mais comme là, j'ai peur avec Frappe à bord, là, je me dis, s'il y a plus d'insectes l'été prochain, je pense que j'arrête d'écrire, là, Vous êtes vraiment. inspiré par ça.
Je vais avoir peur. Et la petite fille alors, votre voisine, elle existe vraiment? Oui, Ah, elle s'appelle Romy. Oui, c'est ma j'ai des voisins en face en face de chez moi, puis ils ont deux petites filles, puis la petite fille que je voyais, j'ai des filles pourtant, mais c'était vraiment cette petite fille-là qui est plus petite en fait que mes enfants que je voyais dans cet arbre. Elle est comme un peu fantastique. Elle est à l'âge encore où hmm. tout est de la magie. Donc quand elle vient nous jaser, c'est toujours très magique. Donc c'était vraiment cette petite fille-là qui a fait son apparition dans le roman. Alors, quand vous lirez Bois de fer ou que si vous l'avez lu, vous penserez à Romy désormais, tous et toutes. Et vous êtes né donc à l'Île aux Grues et vous avez grandi à Montmagny. Ce sont deux lieux qu'on retrouve respectivement dans Le Lièvre d'Amérique et dans Frappe à bord. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Je pense que l'île aux grues représente le paradis perdu, vraiment. Là, c'est l'endroit où je me sens vraiment chez moi, je me sens avec mes racines, mais je n'y Mhm. habite plus. Donc, je pense que c'est vraiment ce paradis protégé, un peu trop loin de moi. J'aimerais pouvoir y habiter, mais c'est quand même complexe se rendre sur l'île aux grues. Il faut vraiment vouloir pour y aller. Il y a un bateau, il y a un traversier en fait qui fait le relais, mais seulement selon les marées. Donc, si la marée est haute, il peut traverser. Si la marée est basse, il ne peut pas traverser. Ce qui fait en sorte que des fois, c'est des horaires très étranges, très atypiques, très tôt le matin, très tard le soir. Et on doit toujours arriver à peu près 2 heures avant le trajet pour prendre sa place, en fait, dans une file pour être certain de pouvoir embarquer. Donc, ça prend vraiment une très grande logistique pour pouvoir... Mais j'adore l'idée, parce que ça veut dire que l'humain s'adapte au rythme de Tout la à fait. nature pour le coup, pour se déplacer, pour une fois. Exactement, exactement. Donc la nature est vraiment cet élément qui nous confronte à notre réalité, que nous faisons partie de l'écosystème, et pas comme en ville où nous contrôlons, où nous tentons Ouais, de ouais. contrôler l'écosystème. Donc, tu sais, c'est vraiment une remise de l'homme dans sa situation. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, l'île aux grues représente vraiment mon paradis perdu. Un jour, j'espère, j'envisage avoir un petit pied à terre là-bas, mais pour le moment, avec des enfants en bas âge, c'est quand même Mm. pas si simple. Donc voilà. Et Montmagny, ben, c'est vraiment l'endroit où je suis allée à l'école, donc j'ai grandi. Moi, j'habitais encore à la campagne. Donc Montmagny, c'est une petite ville de 10 000 habitants à peu près. Donc, mais moi, j'habitais vraiment au pied d'une montagne à la campagne. Donc, j'ai quand même pu bénéficier de la nature. J'étais vraiment entourée. J'allais à la pêche, j'allais à la chasse, j'allais ramasser des petits fruits. Donc, j'étais vraiment très connectée à la nature. Il n'y avait pas grand-chose, d'où la lecture. Je reviens sur la lecture. Elle était très importante parce que c'était long. Des fois, c'était long. Quand mes amis partaient dans des camps, donc je me retrouvais des semaines entières avec moi-même à m'inventer des jeux puis tout ça. Je pense que ça a quand même développé sens de la débrouillardise et cette capacité de bien connaître, de bien Mhm. sentir la nature, d'en bénéficier, de vraiment voir tout ce qu'elle peut nous apporter comme divertissement en fait, puis comme générateur d'émotions, de De sentiments, de lien, oui. ressentis. Oui, exactement, de bien-être en fait. Voilà. Donc, c'est deux lieux qui me sont vraiment très chers. Et vous teniez à les mettre dans vos livres, ces lieux-là. Oui, exactement. C'est très important pour moi. Ce sont de magnifiques endroits. Puis je trouve que la littérature ne se concentre pas tout le temps sur des lieux comme ça qui sont un peu sans nom. Montmagny, les gens voient le nom de cette ville-là quand ils passent sur l'autoroute, tout simplement. Très peu de gens s'arrêtent. Il y a l'île aux grues aussi. Donc, tu sais, c'était vraiment de remettre, de remettre à l'honneur. Et du coup, dans les trois textes que j'ai présentés en introduction, on en a parlé, il y a nécessairement un lien entre l'humain et la nature, qu'elle soit animale ou végétale, et qui vient nous bousculer. C'est presque donc une signature de votre travail. Comment êtes-vous arrivé à ce choix? Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi êtes-vous Hmm. sensible à cette dimension-là? Je pense que profondément, c'est pour protéger des lieux comme je viens de nommer. L'île aux grues, c'est pour protéger ce paradis terrestre-là, qui change avec le temps, le réchauffement Ouais. climatique, l'érosion. Tu sais, entre les deux îles, il y a l'île aux grues et il y a l'île aux oies. C'est relié par une bâture.
sur laquelle on peut circuler là, en voiture quand la marée est basse, quand la marée est haute, à certains moments, à certains endroits, l'eau recouvre la route. Puis dernièrement, je constatais que l'érosion a vraiment avalé des mètres de bâtures, de terrain, ce qui fait en sorte que potentiellement, sans la réparation de l'homme, ces îles-là se sépareraient naturellement. Donc, à cause de la présence humaine, de l'érosion, du réchauffement climatique, puis tout ça, c'est donc, il y a quand même, c'est comme si ce paradis-là était un peu détruit par l'homme. Fait que je pense que profondément, ça vient me chercher. Je pense que j'écrirais pas si j'avais pas quelque Bien chose à sûr. dire. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui écrirait un livre pour écrire une histoire simplement. Donc, c'est vraiment une idée. J'ai souvent un message qui est très important, qui est vraiment à la base du livre, puis je me mets à creuser là-dessus pour une raison. Donc, dans le lièvre d'Amérique, c'était vraiment le workaholisme. Je me questionnais beaucoup sur cet aspect de notre humanité. Moi-même, je m'en suis confessée, je suis une workaholic, mais une workaholic enthousiaste. J'aime travailler, j'ai beaucoup d'énergie, j'aime ça m'impliquer, m'investir. Je suis quelqu'un qui aime le travail, mais qui est capable de diversifier ses sphères. J'ai pas de problème avec ça. Tu sais, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai un conjoint, j'ai un travail, j'ai une carrière d'écrivaine. Donc, je réussis à bien séparer toutes ces sphères-là. Mais des fois, je perds l'équilibre. Je suis Bien sûr. quelqu'un d'humain, donc je suis humaine. J'ai mes faiblesses et mes forces. Puis des fois, je tombe dans cette spirale du workaholisme-là. Donc, je voulais aborder ce sujet-là. Je voulais qu'on ouvre la discussion. On en parlait très peu de là, c'est une femme, ça aurait pu être un homme du workaholisme, en fait, de comment on devient comme ça, pourquoi on devient comme ça, est-ce qu'il y a des Mhm. solutions? La nature en fait partie, c'est vraiment, puis on en a parlé à l'île aux grues, le fait d'être confronté à une nature qui Ouais. reprend sa place dans l'écosystème, ça nous retourne un miroir vers nous puis on se pose la question pourquoi je fonctionne de manière aussi effrénée. Donc, tu sais, j'avais cette réflexion-là. Puis dans Frappe à barre, c'est important de parler de la colère. Je me posais la question pourquoi je suis Mhm. souvent en colère. J'ai comme pas d'espace pour laisser entrer la colère. La colère, elle est comme présente dans mon corps, si bien à la moindre goutte qui fait déborder le vase, j'éclate. Puis on est Bien beaucoup sûr. comme ça dans la société. On n'a plus cet espace-là qui nous permet d'accueillir une émotion supplémentaire. On est toujours plein à ras-bord. C'est un peu ce que je voulais aborder dans Frappe à bord. Pourquoi cette colère est aussi présente en nous? Il faut en parler, il faut avoir une solution à ça, il faut se donner ce jeu-là de recevoir l'émotion d'une autre personne, un peu comme la planète présentement qui est comme on a l'impression qu'elle est comme en surcharge, puis il y a plein de phénomènes Mhm. très, très intenses avec la nature, les tornades, on voit présentement les tornades, les coulées de boue, les inondations. On dirait que la nature elle-même n'est plus capable de contenir ce trop-plein, elle déborde tout le temps. C'est un peu ça, tu sais, c'était vraiment la corrélation que je voulais faire entre l'impact de l'humain puis ce débordement qui se voit partout, là, autant dans la nature, chez les animaux, chez nous, les hommes. Puis pourquoi... c'est justement juste d'amorcer la discussion puis d'en parler avec les gens. J'ai l'impression que ça Bien sûr. nous ouvre davantage. Donc, l'objectif du livre, c'était ça, c'est de remettre ce sujet-là à l'avant-plan pour que potentiellement on puisse essayer de changer quelque chose s'il n'est pas trop tard. Ouais, justement, là aussi, on va en parler parce que vous l'avez fait quand même assez superbement, hein, l'expression de cette colère. Et c'est vrai que les émotions, la nature aussi, il y a des formes d'expression qu'on ne regarde plus et dont on ne tient plus forcément compte, mais qui viennent pour dire énormément de choses, et qu'il faut qu'on apprenne à écouter, à voir, à toucher du doigt ce qui nous est envoyé. Et on a perdu cette capacité. C'est dommage, d'ailleurs. Mhm. Tout cet instinct-là, tu sais, c'est un peu ce que je remets en lumière dans Frappe à barre, c'est il y a des comportements qui Ouais. sont hérités. Donc, il y a des comportements, il y a plein d'expériences qui ont été faites, puis il y en a une très intéressante sur les mouches à fruits, les drosophiles. Donc, si on les met dans un bocal pendant quelques heures, puis on ouvre le couvercle après, jamais les mouches ne vont sortir. C'est comme si elles anticipaient puis si elles ont des enfants, elles transmettent ça aussi à leurs enfants qui ne sortiront pas du pot. Ce qui est absolument intéressant parce qu'on se questionne très peu par rapport à l'humain. Qu'est-ce qu'on a comme comportement hérité de nos ancêtres? À partir de quel moment on a fait taire cet instinct de survie, cette écoute envers L'environnement. la nature? C'est juste l'environnement. Juste mon père connaissait, c'est un chasseur, donc c'est un guide de chasse aussi. Il enseignait la chasse, il a fait ça toute sa vie. Il y avait une lecture de l'environnement si Mm. fine. C'était, à la limite, il était capable de lire la nature comme si elle lui parlait. Et je n'ai pas hérité de
de toutes ces connaissances. Mais il y a certaines choses que j'ai instinctivement. La colère en fait partie. Mon père était colérique, je suis colérique. J'ai une jeune fille que je me dis, oh, elle est colérique. Est-ce que j'ai transmis comment j'ai transmis cette colère-là? Est-ce que c'est un comportement hérité de mes ancêtres? Tu sais, c'était toute cette réflexion-là que je trouve fort intéressante. Puis on dirait que on va faire des expériences sur les mouches pour savoir si on hérite de comportements, mais les humains, non, on a une conscience, on est bien au-delà de ça, quand dans les faits, clairement qu'on doit hériter de comportements C'est sûr, des générations antérieures, puis c'est un peu ça, en parlant de guerre dans ce livre-là, je me disais, est-ce qu'on est obligé de reproduire les erreurs du passé? Nous, à la limite des mouches, on a cette connaissance-là, on a écrit des livres là-dessus, on a des archives, on est capable d'aller voir dans le passé, puis de se souvenir de ce qu'on a fait comme acte. Certains sont atroces. L'histoire de Gros-Île, c'est un peu ça. On a créé assez d'anthrax sur cette île-là pour tuer 30 fois la population mondiale de l'époque. Puis dans mes entretiens que j'ai eus dans le livre, plusieurs personnes ont confirmé, mais les autorités ne le confirmeront jamais, que cet anthrax-là aurait été coulé dans le fleuve Saint-Laurent après la fermeture du laboratoire. Tu sais, comme je le dis un peu dans mon livre, mais je me dis, on n'apprend pas de nos erreurs, mais en tout cas, fait que c'est ça, c'est un peu la réflexion derrière. Mais complètement, c'est vraiment une question très intéressante que je vais vous poser de toute façon. Mais oui, vous soulevez un point extrêmement important. Et c'est rigolo, enfin non, c'est pas le bon terme, mais j'en parlais aussi avec Julien Delorme, et on se disait justement, les écrivains et les écrivaines nous laissent des traces à propos de ça, à propos de l'impact plusieurs générations plus tard de traumatismes et de leçons, de choses vécues dans le passé. Mais souvent, on n'en fait rien. C'est ça qui est le plus ironique dans la situation. Tandis que les mouches, elles, se partagent un comportement, puis elles le respectent. Puis je me dis, nous, on n'est pas conscient de ce qu'on lègue, même si on laisse des traces. On est moins intelligents que les mouches, alors finalement, du coup, Mireille. Mais parfois, l'instinct, c'est bien, c'est très fort. Et on l'a plus, on l'écoute plus, je ne sais pas, mais oui. Et justement, tout à l'heure, vous parliez d'expérience dans les laboratoires avec les mouches. Une autre caractéristique de vos textes, c'est que vous y intégrez à chaque fois une dimension que je qualifierais de scientifique, une analyse scientifique des êtres vivants qui accompagnent vos récits, comme un besoin d'amener les lecteurs et les lectrices à voir de manière rigoureuse, vraiment rigoureuse, ce vivant. Alors personnellement, j'adore ça et honnêtement, merci parce que j'ai dormi moins ignorante à chaque fois que je vous ai lu. Mais pourquoi cette approche? Pourquoi cette volonté d'apporter les choses de manière précise? Je pense que ça vient vraiment de mon tempérament. Avant de faire de la communication, j'avais étudié en informatique, donc je suis quelqu'un de très rationnel, mais très instinctif à la fois. J'ai comme un mélange des deux, mais je suis quelqu'un de très didactique. Donc quand je fais des recherches, c'est vraiment important d'avoir les bonnes sources. C'est important aussi d'apprendre. J'ai besoin d'occuper mon cerveau. Donc, c'est vraiment par intérêt que je commence à faire des recherches. Je savais pas encore que j'allais écrire sur Gros-Île quand j'ai commencé à investiguer sur cette histoire-là parce que je trouvais ça fort intéressant. Donc, c'est souvent comme ça. Je me mets à faire des recherches. Vraiment par plaisir, qui deviennent un sujet de recherche pour mon prochain livre. Quand je me rends compte que ça résonne à l'intérieur, que je suis capable d'avoir un message associé à ces recherches-là. Mais il y a plein de recherches qui tombent dans ma vie, là. Je fais plein de recherches sur d'autres choses qui ne donnent pas suite, en fait. C'est ça que je trouve très, 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 très drôle, là. Mais, et c'est pas grave, ce qui est important, c'est aussi le chemin. Exactement, c'est ça. Il y a plein de sujets que je vais creuser, puis je me dis, ça résonne pas, donc je change de sujet, je m'en vais ailleurs. Donc, je pense que c'est un processus mental qui est très important pour moi de faire des recherches. Puis j'étais allée un petit peu plus loin dans ma réflexion dernièrement, puis je me suis dit, mes sujets de prédilection, les sujets qui résonnent le plus en moi, c'est souvent des sujets liés avec mon père, des connaissances que mon père avait, mais qu'il ne m'a pas transmises parce qu'on n'a pas eu le temps. Mon père est décédé il y a quand même plusieurs années. Puis j'étais pas, je pense, autant à l'écoute que je l'aurais été en ce moment. J'avais moins d'espace pour acquérir ces connaissances. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des connaissances qui auraient pu m'enseigner, mais qu'à l'époque, j'ai pas pu avoir. La course à canot. Tu sais, mon père, moi, il vient de l'île aux Oies. Donc, lui, son moyen de transport principal, jusqu'à temps que qu'il y ait une piste d'avion dans les années 70, qu'il s'installe puis qu'il fasse la navette, c'était le canot. Donc, les gens qui voulaient aller à Montmagny
devaient embarquer dans un canot. Mhm. Ils se mettaient comme 6 ou 8 gars, puis ils traversaient de l'autre côté du fleuve pour aller chercher leur épicerie, aller chercher le courrier, puis tout ça. Donc, ça m'intéressait vraiment. Je m'étais dit, je veux apprendre comment naviguer, c'est quoi les courants, c'est quoi les glaces, toutes les informations que mon père aurait pu me donner, mais que je suis allée chercher autrement. La chasse aussi, mon père est décédé, donc je vais chercher des informations par rapport aux vivants, par rapport aux animaux, aux insectes, tout ce que mon père aurait pu me donner comme information qu'il m'a pas transmise. Je pense qu'il y a un gros volet qui résonne en moi avec ça, mais pas toujours. Des fois, ça va plus loin. C'est très touchant parce que faire ces recherches, du coup, j'entends que c'est aussi une façon pour vous de reconnecter avec votre papa, Puis même, de garder ce lien avec lui. exactement, puis tu sais, même avec ma mère, d'aller chercher des souvenirs d'enfance, toutes des connaissances qui n'existeront plus prochainement parce que mon père est décédé. Bon, ma mère, Ouais. 75, 74 ans, puis tout ça, c'est de me préparer à une perte de ces souvenirs-là aussi, que je travaille. Je suis allée voir mes oncles aussi, les frères de mon père pour obtenir d'autres informations. Tu sais, c'est important pour moi d'aller, c'est ça, Mhm. de faire continuer à vivre leur mémoire, leur connaissance aussi, cette capacité de lecture du vivant, de notre mémoire. Dans ma tête, c'est mon patrimoine à moi, je veux le remettre Oui. en lumière. Oui. C'est ce que j'allais vous dire. Pour vous, c'est une façon en fait de transmettre. Exactement, parce que je transmets ça à mes filles. C'est des informations Ouais. qui ne s'évaporeront pas, ils vont rester. Oui. Puis d'autres personnes aussi vont pouvoir en bénéficier. D'autres personnes qui n'auraient pas eu accès à la Plein, famille du ou... coup, avec vos Ouais, lecteurs. ouais, c'est ça. Mhm. Et les vos lectrices, d'ailleurs. Là, on va parler de Frappe à bord de manière plus approfondie. Alors, je le disais en introduction, le livre d'Amérique, ce serait le livre de la perte de soi et du réancrage, Bois de fer, celui de l'hypersensibilité et de la résistance. Frappe à bord, clairement, on l'a dit, c'est celui de la colère pure et on le ressent et ça nous met un coup de poing incroyable. C'est votre ouvrage le plus direct aussi. Je pense que oui. Parce que là, il n'est plus question d'ADN de lièvre transmis, il n'est plus question de métamorphose en arbre, c'est direct. Tout à fait. Puis quand je l'ai écrit, moi-même, j'étais surprise du livre qui est sorti. En fait, j'avais l'idée de creuser sur ce qui s'était passé à Gros-Île. Puis quand j'ai commencé mes recherches, je me rappelle, j'avais été à l'île aux grues, puis j'étais à l'extérieur, j'essayais de faire de l'ordre dans les questions que j'allais pouvoir poser à certaines personnes. Puis j'ai vraiment été assaillie par une dizaine de frappes à bord assez voraces, si bien que j'ai dû rentrer à l'intérieur. C'était une grande canicule, il faisait extrêmement Mm. chaud, j'ai dû laisser la porte entrouverte pour dormir parce qu'il faisait trop chaud, les frappes à bord sont rentrés, ils m'ont mordu toute la nuit. Bref, c'est comme ça qu'est arrivé Frappe à bord. Je me suis levée, j'ai écrit le premier chapitre de Frappe à bord, qui n'a pas vraiment changé de sa version originale. Puis là, j'étais devant mon texte, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je fasse un lien entre les frappes à bord et ce qui s'est passé à la Grosse-Île. Puis dans mes recherches, ça n'a pas été très long de constater que une des principales causes de fuite, c'était les mouches dans le laboratoire à Grosse-Île. Donc, je me suis Ouais. dit, quelle drôle de coïncidence que je veuille écrire sur Grosse-Île, les mouches, les frappes à bord. Le livre dans ma tête était déjà un peu construit. Je me disais, OK, dans le fond, il faut juste que je me rende à la fin. Je savais même pas qu'est-ce qui allait se passer comme aventure, là, vraiment. J'étais au début, j'avais le début Mm. de mon livre, j'avais la fin. Je savais comment je voulais terminer un peu le livre. Fait que je me suis mis à construire l'intérieur, puis à continuer mes recherches, notamment sur des personnes qui ont gravité autour de Gros-Île. C'était pas facile, là. J'ai fait beaucoup de recherches pour ce livre-là. Puis, Surtout avec tous les secrets c'est qu'il y a ça. autour. Toutes les personnes, dans le fond, qui avaient travaillé étaient pas mal décédées, là. Tu sais, les Mm. dernières personnes étaient décédées quelques mois avant que je commence à faire mes recherches. J'étais un peu déçue, mais dans un autre sens, après que j'ai eu terminé mes recherches, je pense qu'aucun de ces hommes-là n'aurait parlé. Aucun de ces hommes qui a travaillé dans le laboratoire pendant la Deuxième Guerre aurait vraiment dévoilé des secrets. Moi, je suis allée plutôt par les enfants ou les petits-enfants qui avaient entendu sur leur lit de mort des secrets, des bribes par-ci, par-là, puis je suis allée reconstruire la toile par des minimes secrets. Puis c'est drôle parce qu'après la sortie du livre, j'ai eu plein d'échanges sur les médias sociaux, de courriels. J'ai reçu de personnes qui m'ont avoué qui avaient toujours pensé que leur père avait menti ou qui avait exagéré ou qui avait fait de la démence par rapport aux Mm. événements qu'ils avaient vécus. Puis on dit, on vous remercie d'avoir mis en lumière ça. C'est le destin de mon oncle, c'est le destin de mon grand-oncle, de mon grand-père, que j'ai pas vraiment cru parce que Mm. jusqu'à la fin, ces hommes-là ont gardé le secret.
quand ils signaient le papier pour travailler, donc ils disaient si vous parlez, quelqu'un pourrait mourir. Donc c'était eux, là, c'est vrai cette histoire-là que ils subissaient quasiment une menace de mort s'ils allaient parler de ce qui se passait vraiment à Gros-Île. C'était vraiment top secret. Toutes les lettres qu'ils envoyaient étaient trouées, ils étaient clavardés pour empêcher de dire à leurs proches qu'ils étaient sur Gros-Île. Les proches pensaient tous qu'ils étaient déportés, qu'ils étaient en Europe, quand, dans les faits, ils restaient très proches, ils étaient au Québec. Il y avait des chercheurs américains, il y avait des chercheurs britanniques, des chercheurs canadiens, il y avait des francophones, il y avait des médecins. Puis même après coup, j'ai eu plus d'informations. Je pensais qu'il y avait moins de francophones sur l'île qu'il y en a eu en réalité. J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit. Mon grand-père, mon grand-oncle qui était francophone, il a fait partie de Gros-Île. Il était médecin, il était entomologiste. Donc, il y avait vraiment de ce type de personnes-là qui étaient également présentes aussi. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à construire le livre avec le frappe à bord qui m'est apparu comme ça assez rapidement, puis que j'ai commencé à faire des recherches qui ont duré, je pense, 3 ans. Donc, j'ai vraiment ratissé très, très, très longtemps. C'était difficile d'obtenir des informations. Ouais. Bien sûr. Et c'est fou, c'est là qu'on se dit aussi que, en fait, les choses n'arrivent pas par hasard, parce que vous vouliez écrire sur ce sujet, vous vous êtes confronté à des frappes à bord. En fait, les choses se réunissent pour créer ce qui doit être créé. C'est très drôle, là, la création. Je dois le cacher que je suis quelqu'un de très terre à terre, mais il y a clairement quelque chose d'étrange et d'ésotérique dans un processus dans un processus de création. C'est comme si on était ouvert à plein de choses, puis peut-être que ça nous marque justement parce qu'on est ouvert davantage ou que notre cerveau travaille fort. C'est pour faire le lien entre les frappes à bord et l'histoire, mais souvent j'ai l'impression que c'est comme une pierre que j'ai trouvée puis que je la polis jusqu'à temps qu'elle soit dans sa forme la plus fine, la plus pure. Mais c'est pas moi qui l'ai créée, la pierre. J'ai vraiment cette impression-là souvent. Quand je me mets à écrire un livre, j'ai l'impression qu'il est comme écrit à quelque part, puis je l'écris, puis je fais toutes les recherches. Ça prend du temps, c'est long, c'est difficile, c'est douloureux. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'alimente. Qui est plus fort, qui Exactement, tire. c'est ça. Puis que l'histoire est comme déjà existante à quelque part. J'ai vraiment souvent ce sentiment-là. Peut-être que c'est parce que moi, je me laisse habiter longtemps par un texte, par une idée. C'est comme là, présentement, mon prochain, mes personnages sont là. C'est comme s'ils étaient quotidiennement avec moi. Puis là, je découvre des trucs. Puis là, ça m'alimente. Puis tout ce que je reçois de l'univers, je le rentre dans la matrice. Puis à un moment donné, le livre va être écrit, puis je vais me mettre à l'écrire. Puis ça, c'est la partie qui est la plus simple pour moi, là. La partie recherche, on est comme avec un capteur de métal, puis on essaie de capter des trucs, puis on les ramasse, puis on les met dans nos poches. C'est souvent l'impression que ça me donne. C'est un capteur de pierres précieuses, je sais pas. Puis on se promène, puis on ramasse ça, puis à un moment donné, on a les poches pleines, puis on se dit, bon, OK, là, je vais me mettre à écrire, puis là, je me mets à écrire. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a les mêmes processus d'écriture. Tu sais, moi, je force pas vraiment l'écriture. J'attends d'avoir un message, j'attends d'avoir une idée, puis à un moment donné, ça va venir Ça doit venir. comme naturellement, en fait, puis comme un volcan, là. Il va falloir que je me mette à l'écriture, puis je peux plus m'arrêter, puis c'est ça. Mais j'aime bien l'idée de matrice, justement, comme vous l'évoquiez, c'est important. Mais vous engrangez quand même pas mal d'informations, parce que pour trouver tout ce que vous avez trouvé, pour exprimer tout ce que vous avez exprimé, vous vous débrouillez quand même vraiment bien, et après pour aller à l'essentiel tout en disant énormément de choses. C'est difficile, hein? Oui, bah, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est pas si simple. J'avais tellement d'informations, puis je pense que j'ai dû mettre dans Frappe à bord peut-être 15% des informations que j'ai récoltées. Les autres, souvent, c'est plus quand je fais des rencontres dans des lectures, que je vais raconter d'autres anecdotes parce que je trouve ça tellement passionnant, ce que j'ai appris au fil de mes recherches. Mais j'ai pu en mettre une certaine partie, mais pas tout. Fait que c'est souvent comme ça que je fonctionne. Puis de savoir jusqu'à le bon niveau d'information, ça, c'est pas facile non plus. De savoir quelle narration est la bonne, c'est pas facile. C'est quand j'ai commencé à écrire Frappe à bord, le jeu de la femelle Frappe à bord est arrivé instinctivement. Donc, c'était clair que ça allait être le jeu frappe à bord qui parle, la nature qui parle, en fait, à travers le frappe à bord. Ensuite, les autres narrateurs, tu sais, j'ai essayé plein de sortes de narrateurs jusqu'à temps que je trouve ceux qui étaient appropriés. Mais ça prend du temps, ça prend de l'essai et erreur. On essaye, on réécrit, on recommence. Tu sais, des fois, je peux passer une année à changer juste des narrateurs, puis à me dire ça va pas, ça va. Puis, fait qu'il y a tout cet équilibre-là qui doit se faire. Dès le départ, moi, je savais qu'un frappe à bord allait parler avec une histoire sur Gros-Île, donc je savais qu'il fallait que je limite l'histoire sur Gros-Île. Il fallait pas qu'elle avale le reste du livre. Il fallait que je garde un certain équilibre, pas trop long, pas trop de détails, assez pour rendre ça crédible aussi. Il y avait très peu d'informations sur le laboratoire. Toutes les archives avaient été malencontreusement détruites lors d'un déplacement d'une bibliothèque. Là, oui, tout à fait. Ça m'avait fait sourire quand j'avais
appris ça. Mais Vous le traduisez d'ailleurs à la fin du livre oui, aussi, c'est ça. Oui, oui. Mais c'est pas étonnant, dans le fond, que l'armée se soit débarrassée de toutes ces preuves-là. Mais enfin, quand même. Tu sais, c'est vraiment tout ça de retrouver l'équilibre dans le niveau de détail. Ça, c'est vraiment un travail final qui prend du temps, là. Tu sais, je relis le texte jusqu'à temps que je trouve qu'il n'y a aucune information superflue ou qu'il manque pas d'informations. Mais cet équilibre-là est quand même... c'est toute une recette, là, essayer de trouver quelque chose qui tannera pas le lecteur. Si j'en donne trop, mais il faut que j'en donne assez. Donc, j'ai beaucoup de réflexions là-dessus. C'est là que des fois, les seconds lecteurs embarquent puis, tu sais, m'aident à réfléchir. Est-ce que ça, c'est trop? J'en donne-tu pas assez? Est-ce que tu as tout compris? Oui. C'est là que ça devient important. Eh bien, moi, personnellement, je l'ai bien sûr lu et j'ai trouvé cet équilibre honnêtement parfait. Pour moi, il y avait rien de trop parce que, justement, toutes les informations que vous donnez, elles étaient nécessaires quand même pour comprendre et elles étaient nécessaires aussi pour que, au-delà de la fiction, on ait quand même un bagage, une information en fait, concernant les événements qui se sont déroulés là-bas. Voilà, une forme de mémoire aussi pour se souvenir de ce qui a pu être. Donc vraiment bravo et merci pour ça. Honnêtement, quand je vous disais tout à l'heure, je me couche moins ignorante, c'est vrai et voilà, c'est précieux. Donc là, on parlait de Grossil, qui est inspiré de faits réels. Il y a vraiment eu, entre 1942 et 1943, un laboratoire militaire dont l'objectif était de fabriquer de grandes quantités d'anthrax, donc une infection aiguë causée par une bactérie, aussi appelée maladie du charbon. Donc il semblerait qu'il y ait eu les fameux problèmes dans ce laboratoire canadien et que le relais ait été pris par Fort Detrick, un centre biomédical états-unien, mis en place d'ailleurs dans la même visée, produire des armes biologiques. Donc moi, ma question pour vous, Mireille, c'est: sommes-nous naïfs au point de fomenter notre propre destruction? D'où ça vient? Pourquoi? Que puis-je répondre à ça? Malheureusement, je pense qu'on est... Je veux pas nous juger parce que je nous aime profondément, les humains, mais j'avais besoin de dire ce message-là. J'avais besoin de laisser entrevoir ce que la nature pouvait ressentir face à notre égoïsme, face à notre stupidité aussi. On n'apprend pas de nos erreurs, puis je comprends pas. Un enfant, on l'éduque pour qu'il apprenne de ses erreurs, mais en tant que société, Exactement. on n'apprend pas. On regarde juste les différentes guerres qui se déroulent en ce moment, puis je me dis, on n'apprend pas, on n'a pas évolué, on prend pas acte des folies qu'on a fait, puis on dirait qu'on les reproduit. Et est-ce que c'est parce que le déni est rassurant? Je pense que c'est parce qu'on est déconnecté de notre environnement. Je pense qu'on est déconnecté. On a bétonné la planète entière, on a coupé tous les grands espaces, on n'est plus dans le rythme de la nature, on a créé un autre rythme qui est complètement effervescent, qui fait en sorte que on a oublié les principaux problèmes de notre société. On a dégénéré notre planète jusqu'à la rendre presque plus habitable. Je pense qu'il y a toujours un moment dans l'année où on apprend qu'on a consommé tous les aliments de la Terre, que ce que la Terre pouvait produire en un an, ben, tu sais, ça, on fait même pas la moitié d'une année avec ça. Tu sais, puis on continue comme ça. On sait qu'on est en train de frapper le mur, mais on continue pareil. Il y a quelque chose, un engrenage qu'on n'est pas capable d'arrêter, individuellement ni collectivement. Fait que je pense que ce livre-là avait besoin de sortir justement pour... C'était comme ma perception de ce que la colère, de ce que la Terre a à nous dire. Mais la Terre va poursuivre bien au-delà de nous. Donc, la planète est peut-être en train de se dire, faut que je me débarrasse de ce parasite qu'est l'humain, là. En fait, elle est peut-être rendue là. Pour elle-même survivre. Exactement. Elle va nous survivre, pas nous. Et nous sommes petits au final, on l'oublie, mais Tout à nous sommes fait. petits. C'est ce que vous matérialisez avec les frappes à bord. Fait que je pense que c'est un peu ça que je voulais mentionner, tu sais, ouvrir une discussion là-dessus, qu'on ait une réflexion, qu'on se dise pourquoi on est en train de saccager autant notre planète, puis il faut que quelque chose change parce que c'est clair qu'on va frapper le mur, puis peut-être qu'on est dû pour frapper le mur, peut-être qu'il faut qu'on le frappe, puis qu'enfin la planète soit débarrassée de nous. C'est triste, j'ai des enfants, ça me rend folle de penser à quelque chose comme ça, Comme mais les dinosaures. je me dis exactement, comme les dinosaures, on a peut-être besoin de frapper notre mur. Mais pour ça, Mireille, les livres sont aussi précieux parce que on sait jamais, peut-être, au détour d'une lecture, les lecteurs et les lectrices seront peut-être frappés par cette conscience-là. Moi, je le dis à chaque fois, mais j'ai vraiment cet espoir parce que comment apprendre, il faut qu'on essaye d'agir à notre façon. Tout à fait. Au moins, vous le faites avec la vôtre. Il y a plusieurs voix présentement qui prennent parole aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de livres sur la fin du monde, sur notre fin qui approche. Donc, c'est comme vraiment une chorale en ce moment d'auteurs qui écrivent sur cette fin
qui potentiellement pourrait arriver. Donc, je pense qu'une chorale, c'est encore plus qu'une personne, donc on va se faire entendre encore plus Oui, bien fort. sûr. Là, ouais. Oui, c'est vrai, vous êtes plusieurs à envoyer cet avertissement-là. Il faut qu'il soit entendu. Oui, il faut le marteler, j'ai l'impression. Mhm. Ouais. Bah, on essaye. Je pense qu'il faut qu'on essaye aussi à notre échelle après qu'on prenne le relais. C'est d'ailleurs une question que j'ai pour vous. On faisait le lien avec les autres œuvres. Le lièvre est en hypervigilance, l'arbre est très sensible, la mouche est quant à elle ultra puissante, féminine, désirante et vengeresse. C'est très fort quand même. Elle nous fascine et elle nous effraie en même temps. Et face à elle, on a envie de se faire discret et discrète et on a le sentiment de marcher sur un champ de mine. Qu'est-ce que ça vous a fait de porter ce nouvel habit? C'est pas le livre qui a été le plus facile à écrire parce que il était quand même loin de la poésie que je suis habituée d'écrire. Étonnamment, La Mhm. Voix du frappe-à-barre, c'est celle qui a été la plus simple à écrire. C'est sorti intensément, avec une grande volupté aussi, là. J'avais vraiment un grand plaisir satisfaisant à me laisser emporter par la voix de cette frappe-à-barre. Qui est une femelle, en fait. C'est seulement les femelles frappe à Ouais. barre qui vont mordre leur proie pour pouvoir enfanter. Donc, il y avait tout ce pouvoir-là de la femme, du côté féministe, en fait, de l'histoire, Mhm. de tout cet amour que la mouche a envers l'homme, enfin, un de mes personnages, mais c'est un amour Ouais. inconditionnel envers les humains en tant que tel. Puis, Mais qui vise quand même à les détruire in fine. pas au départ. Au départ, c'est vraiment l'amour fusionnel avec C'est l'humain, un désir. mais Ouais. l'amour n'est pas Mm. réciproque. Donc, mon personnage ne lui retourne pas son amour. Au contraire, il s'en va avec une autre femme, donc une autre femelle. Donc, tu sais, fait que la mouche entre en colère à partir de ce Mm. moment-là, puis c'est là qu'elle dit, OK, c'est fini, là. C'est pas réciproque, cet amour. Allez, elle donne le signal, dans le fond, à ses semblables. C'est fini, là, on attaque les humains, là, on s'en débarrasse. Donc, tu sais, c'est vraiment Mm. ce constat de la nature qui a espéré longtemps que l'humain lui retournerait son amour universel et Ouais. sans difficulté, mais c'est pas ça qui arrive. L'humain ne lui retourne pas comme on fait Mm. présentement. On bétonne, on ne prend pas soin de notre planète. Non. On Voilà. écrase. Ouais. Ouais. Et en parallèle de la frappe à bord, vous avez tout de même introduit un individu qui a un peu plus de mal à trouver sa place, qui est plus vulnérable. Pourquoi avoir voulu un Théodore silencieux? Est-ce que c'est justement, on en parlait tout à l'heure, pour personnifier les secrets imposés par ce qui s'est passé à Grossil? Pourquoi l'avoir configuré de cette façon? C'était très important que son grand-père et lui ne parlent pas beaucoup. Donc, Ouais. tout se passe dans le silence entre ces deux hommes-là pour justement imposer le secret. Le secret qui a persisté entre ces deux hommes a vraiment créé un fossé entre les deux. Mhm. C'est irréparable ou à peu près. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans une usine, qui n'a pas besoin de réfléchir, qui s'habite très peu, dans une société de consommation encore. Il y a la grosse canicule qui s'abat, il y a chaud, il travaille à répétition. Donc, c'est encore une petite critique de notre société. Tu sais, j'ai moi-même travaillé dans cette usine à ressort quand j'étais plus jeune. Donc, c'est Ah, pour ça que c'est vraiment très détaillé. oui. Et ce fut un martyr. Torquait des ressorts toute la journée, 2000 ressorts par jour. Mhm. Ça a vraiment été extrêmement difficile pour mon pauvre cerveau, mes pauvres nerfs. Donc, tout ce qui se passe, c'est vraiment ce que moi, je ressentais quand je travaillais dans l'usine de ressorts. Si bien qu'à un moment donné, pour survivre, tu n'as pas le choix de t'effacer complètement de l'intérieur, de devenir une machine toi-même. Puis c'est un peu ça, tu sais, je critique la société. Sommes-nous devenus des machines dans toutes les facettes de notre vie? C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire finalement, c'est ce qu'on attend de nous aussi un petit peu. Marche et tais-toi. Exactement, exactement. Donc, ce personnage-là est important pour moi parce qu'il allait mettre en lumière le destin de son grand-père, qui a un grand destin à mettre en lumière aussi. C'est important qu'il se rende jusqu'au bout de sa quête, puis il est vraiment sur la fin. Il va mourir incessamment, puis il a toujours gardé ce secret du journal qui est enterré quelque part, qui doit divulguer. Il le voit que ça se passe pas bien, il le sait qu'il est la clé, mais il parle pas, il a jamais parlé à son petit-fils ou presque ou très peu. Donc, il faut que l'humanité revienne humaine. Il faut que les deux se Bien sûr. reconnectent avec leur humanité profonde, leurs sentiments, leurs émotions, qui se réhabitent en fait. Puis c'est un peu ça. Il prend soin de son grand-père. Ben, c'est par des petits gestes comme ça, sans trop de paroles, qu'ils vont retrouver l'humanité en eux, qui vont gratter, pendant qu'il fait la barbe de son grand-père, il n'a pas le choix. Mhm. Il y a des gestes très maternels, paternels, mais il y a des gestes très
prendre soin, donc c'est important. C'est là qu'on se rapproche de notre cœur, de nos émotions. Fait que je pense que c'est un peu ça, c'est la relation entre les deux et le très peu de mots de ces hommes-là. Mon père, moi aussi, était un homme de très peu de mots. Donc, tout ce qu'il avait à dire était important, fallait l'écouter. Donc, c'est ça, c'est toute cette réflexion-là derrière cette relation. Puis c'est drôle parce que dans le roman, on en a parlé très peu. Tu sais, quand j'ai eu des entrevues, on a beaucoup parlé et bien évidemment de la frappe à bord, de ses désirs charnels. On a parlé beaucoup de l'histoire sur Gros-Cils, mais très peu sur ces deux personnages-là qui se sont effacés dans le livre, même s'ils ont un rôle tellement central de notre société actuelle. C'est tellement un miroir brisé, en fait. C'est un miroir assez effroyable de notre société qu'on laisse nos pauvres aînés dans des lieux absolument pas humains, en fait, aseptisés, là, Vous ouais. le dites beaucoup dans le livre, ça on peut pas passer à côté. Vous dites, ça laisse justement cette odeur très forte qui rebute jusqu'à la frappe à bord, hein, Mhm. et ils sont traités d'une façon qui est quand même assez inhumaine. Et au final, ce Mhm. que fait Théodore, il libère un peu son grand-père de tout ça. Il se libère lui-même aussi en faisant ça, parce qu'ils Mhm. vont vers cette fameuse transmission dont on parlait tout à l'heure. C'est comme ça que son grand-père lui laisse quelque chose aussi. Ah oui, la réalisation du destin de ces deux hommes-là était importante. Ouais. Ouais. Alors là aussi, vous l'aviez évoqué, mais parmi les entretiens que vous avez pu donner, celui que vous avez accordé à Le Devoir et paru le 13 janvier 2024 a vraiment retenu mon attention. Vous dites un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'épidémie de rage que vous décrivez dans votre roman reflète très potentiellement ce qui se passe à l'heure actuelle. Et vous ajoutez, je vous cite, « Il me semble que cette colère est une ficelle profonde et cryptique de notre société. Je voulais entamer une réflexion sur ce qu'on transmet sans le savoir génétiquement. Est-ce qu'on répète des comportements autodestructeurs parce qu'on a perdu la mémoire de nos ancêtres? Pourquoi est-ce qu'on perpétue la guerre alors qu'on en connaît les finalités ?» Fin de citation. Je vous avoue, on en parlait, hein, mais moi, ce sont des questions qui personnellement vraiment me hantent. Et est-ce qu'on peut changer la donne d'après vous? Est-ce qu'on peut changer la donne? Oui. Est-ce qu'on peut se dire, ok, j'ai retenu l'histoire, je peux me mettre en tout cas en marche pour en retenir les leçons ou pour me la réapproprier? Pourquoi est-ce qu'on apprend des choses pour les oublier ou pour qu'elles ne soient pas, qu'on ne les touche pas, pardon, de manière intime? Hmm. C'est une très bonne question. Je suis pas sûre que j'ai une réponse. J'ose espérer que, à travers l'histoire, certains livres qui ont été écrits ont permis de changer le cours de l'histoire. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est écrit d'avance, là. On a toujours ce pouvoir Ouais, transformer l'essai, de changer de l'essai. faire changer quelque chose. Mais, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais fait un rêve il y a plusieurs années, là, quand j'ai commencé à travailler, peut-être que j'avais 20, 21 ans, je rêvais que je descendais le fleuve sur un pneu avec mon père. Mm. Puis, j'avais comme une rame, là, j'étais sur mon pneu, puis je descendais, puis à un moment donné, j'avais rencontré les baleines. Il y avait plein de baleines autour de moi qui étaient très, très, très en colère. C'est un peu de là que ça part, frappe à barre. C'était l'émotion que j'avais ressentie, la peur Mm. que j'avais ressentie à ce moment-là dans mon rêve, bien sûr. Les baleines me parlaient, puis elles me disaient qu'il était trop tard, elles avaient quitté, elles avaient pris la décision de quitter. Elles s'en allaient pour de bon, il n'y avait plus rien à faire. Mm. On avait déjà dépassé le point de non-retour. Un peu comme dans Star Trek, là, tu sais, que les baleines ont quitté la Terre. Mm. C'est un peu fabuleux comme rêve, mais ça m'avait marqué. Puis je m'étais toujours posé la question, est-ce qu'on a dépassé ce point de non-retour? À l'intérieur de moi, j'ai l'impression que oui, c'est terrible de dire ça, mais j'ose espérer qu'on a encore la possibilité de marge de manœuvre, Changer la de trajectoire. changer encore. Ouais. Mais il est sans doute trop tard pour un scénario parfait. Mais on a sûrement une marge de manœuvre encore, tu sais, pour changer la donne. Donc, je pense que la littérature, à ce moment-là, c'est un acte de résistance. Donc, c'est vraiment là pour pas seulement dire un message, mais vraiment changer notre société. Ouais. Mais c'est une question que j'avais pour vous, justement. Est-ce que vous avez dit dans cette même interview que le livre peut être un acte de résistance, permet de résister pour faire prendre conscience et pour inviter à agir? Donc vous y croyez vraiment? Je pense que j'ai fait des enfants. Je pense que si je n'y croyais pas, j'aurais pas fait d'enfants. Mm. J'ai encore cet espoir qu'on peut changer quelque chose. J'ai encore espoir. Je pourrais pas imaginer qu'on n'a pas d'espoir. Sinon, c'est un scénario qui est absolument effroyable. Et est-ce que ça passe par ce qu'on transmet à nos enfants? Je pense que Est-ce que oui. ça passe par les messages qu'on véhicule? Est-ce que voilà, nos générations sont importantes parce qu'elles ont ce devoir aussi de transmettre des choses plus saines à la suivante? Tout à fait. Puis, c'est tout ce que j'apprends sur la nature, faut le transmettre à nos plus jeunes. Faut pas qu'ils. Tu sais, moi, j'ai encore eu cette chance d'être née à la campagne, d'avoir cet intérêt pour la nature. Tu sais, c'est pas tous les enfants qui vivent en ville qui ont cet intérêt-là non plus, puis qui vont connaître
qui vont connaître la nature, qui vont Mm. connaître les vents dominants, les migrations, les différents types de plantes, comment faire un feu, tu sais, des trucs comme ça, Les différentes des moyens de espèces. survie, là, c'est ça, ouais. Donc, je pense que c'est important d'enseigner la nature à nos enfants Mm. aussi. C'est ce que nous, on avait peut-être plus inné quand on était jeune parce qu'on était vraiment plongé dans cette réalité-là. Je pense que on n'a plus ce luxe-là à ce moment-ci, à moins vraiment d'habiter en campagne, mais je pense que c'est vraiment important dans notre éducation. De les sortir du béton. Exactement, de les sortir du béton, puis de les laisser se salir, puis de prendre contact avec ce rythme-là, avec cette Mm. terre-là. C'est beau. Puis même en ville, tout est possible. Tu sais, moi, j'habite dans la banlieue, puis j'ai 3 jardins, là. J'ai plein d'arbres fruitiers. Donc, c'est super important pour moi. Puis j'enseigne à mes enfants comment jardiner, comment planter, comment prendre soin, comment Mm. récolter. C'est vraiment important pour moi. Puis, tu sais, j'en ai une qui aime plus ça que l'autre. Et j'insiste, là, j'insiste. Fait que c'est important d'avoir ce rapport-là à la nature, puis de l'enseigner. Comme si on enseignait du français, je pense qu'on est rendu là Bien dans sûr. notre société. Il faut enseigner la nature Ouais. aussi. Et c'est dommage d'ailleurs, on ne l'apprend pas, mais c'est censé faire Exact. partie des apprentissages. Et ça permet ne Mm. serait-ce que d'être attentif, par exemple. Tout à fait. Réapprendre à être attentif. Ouais. Puis à voir que notre rythme n'est pas celui dans lequel on est prisonnier. Ouais, Il y a un autre rythme qui est beaucoup plus lent, qui a plus d'expansion à l'extérieur ouais, que notre propre être. Puis de nous remettre dans l'écosystème. On n'est pas au-dessus, là. On est vraiment, on en fait partie. exactement. On fait partie de cette roue-là. On n'a pas besoin d'imposer le nôtre. Exact. Mm. Mm. Alors Mireille, je construis pour nos auditeurs et nos auditrices une liste de lectures thématiques en lien avec ce podcast. Est-ce que vous avez des exemples de livres ou d'auteurs ou d'autrices qui résistent un peu de la même façon que vous et qui envoient des messages aussi forts que La frappe à bord? C'est une très bonne question. Oui, il y a plusieurs livres que j'ai lus dernièrement. Mhm. Mon Mirador, c'est un livre de Myriam Beaudoin qui a été publié dernièrement. Ça parle aussi d'une longue coulée de boue de la nature qui s'emballe. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a Peuple de verre de Catherine Leroux qui vient de sortir, qui est absolument fabuleux, qui est par rapport à l'habitation. On comprend pas trop pourquoi, mais les personnages sont dans des trucs d'habitation, ils vivent vraiment de l'intérieur. C'est absolument fabuleux, là. C'est de l'anticipation, mais c'est toute la Mhm. réflexion justement de notre environnement qui est coupé de l'extérieur. C'est absolument délicieux. J'ai lu aussi de Judy Quinn dernièrement, L'étoile de la montagne, un univers d'anticipation aussi où une femme et une jeune fille essayent de se sauver de quelque chose, comme des migrants en fait qui essaient de retrouver une terre un peu moins hostile, puis on suit leur pèlerinage. Puis ça aussi, tu sais, c'est vraiment un rapport intéressant de l'homme versus comment survivre à travers tout ça, Ouais. comment trouver un milieu moins hostile. Donc, c'est vraiment Mm. très très bon aussi. C'est pas mal. J'irai regarder ça parce que je ne les connais pas. Il y a Aquarium aussi que j'ai lu de J.D. Kurtness. C'est absolument fabuleux. Puis il y a des liens fort intéressants entre son livre et mon livre. Puis je l'ai lu il y a très peu de temps, là, donc son livre était sorti avant. Puis ça parle un peu d'une fin du monde comme ça, avec un virus qui se propage. Puis elle a une très grande recherche aussi scientifique derrière. C'est drôle parce que j'ai su dernièrement que c'était une informaticienne comme moi quand j'ai étudié en informatique. Je me disais, on a vraiment des liens Comme communs, il faut quoi. qu'on se rencontre, elle et moi. Donc c'est vraiment très bon aussi. Ok, eh bien, merci déjà pour cette liste. J'ai fait ça vite, là, mais Non, mais c'est très bien, c'est parfait, merci infiniment. Bon, je ne vous pose pas la question de où vous allez nous emmener avec le prochain et à la rencontre de quel être vivant. Vous allez garder le secret, j'imagine. oui, je vais garder le secret. Mais les recherches vont bon train. Ah bah super. J'ai hâte, personnellement, en tout cas, de vous lire à nouveau. Merci mille fois, Mireille, pour cet échange, mais aussi pour les endroits, justement, où vous nous emmenez à travers vos livres. J'espère personnellement vraiment beaucoup que votre frappe à bord sera entendue. Je l'espère, moi aussi. À vous, auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à découvrir ou à continuer à découvrir le travail de Mireille Gagné. Ses œuvres défient vraiment les frontières entre la fiction et la réalité, entre l'humain et le vivant qui l'entoure. Elle nous emmène justement dans des voyages introspectifs où la nature devient un reflet de nos propres questionnements et de nos luttes, y compris intérieures. Entendez également ces messages, notamment la nécessité de préserver notre lien fragile avec notre environnement et de repenser notre place dans ce monde complexe et interconnecté. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. On l'a évoqué, mais les auteurs et les autrices nous invitent de plus en plus à remettre en question nos comportements autodestructeurs et à envisager un avenir où la conscience écologique guide nos actions. J'ai cet espoir que ces appels ne seront pas vains
Et je voudrais finir avec les mots de Mireille Gagné dans Frappe à bord. Lorsque Théodore rencontre un orignal, c'est une énorme bête qui le fixe droit dans les yeux, sorti de nulle part. Son regard est profond, furieux, noir. Théodore ne parvient pas à s'en détacher. La bête renifle fort, ses sabots piétinent le sol, sa tête balance d'avant en arrière, ses poils sont hérissés dans son cou et sur son dos. Elle grogne pour le sommet de déguerpir, mais il en est tout simplement incapable, paralysé. Les deux restent là, à se fixer intensément. Le reflet de Théodore dans ses yeux est insignifiant, tout petit, minuscule. Il a l'impression qu'elle lui parle, même s'il n'entend rien. Il ressent toute sa colère, sourde, terrible, froide, vive, légitime, envers lui, envers ses semblables. Un immense volcan sur le point d'entrer en explosion, une coulée de lave qui ne s'arrêtera pas, qui engloutira tout sur son passage, qui détruira toute trace. Le message est clair, l'équilibre est à retrouver. Je vous laisse donc sur ces mots et vous remercie très sincèrement pour votre écoute. À très vite.